Si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, le chaos le fera pour toi. Aussi simple que ça. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est un avertissement. Parce que lorsque tu ne décides pas où tu vas mettre ton énergie, le monde décide pour toi. Et ce que le monde veut n'est pas toujours ce dont tu as besoin. T'en es-tu rendu compte ? Organiser ta vie ne se résume pas à faire des listes, à t'acheter un bel agenda, ni à répéter des phrases motivantes. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui t'a maintenu dans l'immobilisme. C'est te regarder dans le miroir et dire « J'en ai assez de ce désordre mental, émotionnel et physique qui me fait perdre le respect de moi-même. » Ta vie est comme une maison, et peu importe sa taille, si elle est en désordre, on n'y vit pas bien. Chaque tâche en suspens que tu ignores, chaque habitude que tu repousses, chaque décision que tu ne prends pas, c'est un sac de déchets accumulés dans le couloir. Et si tu ne nettoies pas tout pourri, le temps, la concentration, l'estime de soi, la motivation, tout. Ce n'est pas un script pour devenir parfait, c'est pour devenir libre. Libre des excuses, libre du chaos mental, libre de la validation externe, libre de l'autosabotage déguisé en « c'est comme ça que je suis ». Ici, tu ne trouveras pas de formule magique, tu trouveras la vérité, dure, directe et utile. 8 leçons stoïciennes qui vont te pousser à faire ce que tu sais que tu dois faire, même si tu n'en as pas envie. Parce que mettre de l'ordre dans ta vie n'est pas pour impressionner qui que ce soit. C'est pour pouvoir regarder ton reflet et dire « Maintenant, oui, je construis quelque chose qui en vaut la peine ». Reste jusqu'à la fin si tu es prêt à arrêter de te cacher derrière le désordre et à commencer à te respecter par des actions. Parce que le respect ne se demande pas, il se construit. Et tout commence de l'intérieur. 1. Prends le contrôle dès la première minute de la journée. Ton esprit est comme un cheval sauvage. Au réveil, il est agité, plein d'énergie, cherchant une direction. Si tu ne le montes pas, la peur, la paresse ou l'habitude le feront. Et crois-moi, ces cavaliers ne t'emmèneront nulle part où tu voudrais être. La première minute de la journée n'est pas un détail, c'est la première bataille. Et si tu la perds, tu as déjà commencé à céder du pouvoir. Beaucoup de personnes se lèvent avec l'âme en pause, entraînées par le bruit du téléphone, par la pression de l'horloge ou par la routine automatique de toujours. Elles ne décident pas comment commencer. Elles réagissent simplement. Elles réagissent aux messages, à l'urgence, à la fatigue, aux excuses qu'elles répètent depuis des années sans les remettre en question. Mais quelqu'un qui veut changer sa vie ne peut pas se permettre ce luxe. Parce que le début de ta journée n'est pas une formalité. C'est un moment sacré où tu définis si tu vas vivre avec intention ou si tu vas être poussé par ce qui vient. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait que nous devons nous lever avec l'intention d'agir comme des êtres humains dignes. Non pas pour plaire à quelqu'un, non pas pour prétendre être quelqu'un, mais pour remplir le devoir le plus basique. Maîtriser ton esprit avant que le monde ne le contamine. Parce que le monde va toujours t'offrir de la distraction, du bruit, des plaintes, du drame et de la validation bon marché. Mais seulement si tu n'es pas en contrôle dès la première minute. Tu choisis si la première chose que tu fais est d'ouvrir un écran ou d'ouvrir l'esprit. Si tu vas directement consommer ce que les autres pensent ou si tu respires, remercie et te concentres sur ce que tu veux construire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de 3 heures de méditation ni d'un rituel parfait. Tu as besoin de prendre une décision ferme, que dès le premier moment de la journée, tu es aux commandes. Et cela s'entraîne. Lève-toi avant ce qui te convient. Non pas pour souffrir, mais pour te montrer à toi-même que tu ne négocies plus avec ta faiblesse. Fais quelque chose pour toi avant de faire quelque chose pour les autres. Lis, réfléchis, planifie, fais de l'exercice, écris ce que tu ne veux pas oublier. Mais fais-le avec intention. Le corps s'habitue, l'esprit s'aligne. Et avec le temps, cet acte de maîtrise personnelle devient une habitude qui te soutient dans les jours difficiles. Beaucoup veulent du respect, veulent de la force, veulent être pris au sérieux. Mais ils ne peuvent même pas gagner la première heure de la journée. Comment veux-tu conquérir le monde si tu ne peux même pas te lever sans te plaindre? Comment vas-tu être discipliné si la première chose que tu fais est de te livrer à la paresse?
Le respect de soi commence là, dans ce premier geste silencieux que personne ne voit, mais qui change tout. Commence ta journée comme quelqu'un qui a une mission, pas comme quelqu'un qui survit aux circonstances. Chaque matin est une opportunité de te rappeler que tu décides comment tu vis, ce que tu fais et où tu vas. Ne le laisse pas aux mains du hasard ou de la paresse que tu traînes depuis des années. Dès que tu ouvres les yeux, ton attitude est déjà en train de construire ou de détruire. Il n'y a pas de juste milieu. La première minute de la journée peut sembler insignifiante, mais elle est le gouvernail de tout ce qui vient après. Si tu la prends fermement, le reste de la journée a une direction. Si tu la gaspilles, tout devient plus lourd. Tu décides si tu domines le cheval ou si tu le laisses te traîner. Et dans cette décision commence le véritable respect de toi-même. 2. Élimine ce dont tu n'as pas besoin sans demander la permission. Ta vie est comme un sac à dos que tu portes tous les jours. Le problème n'est pas le chemin, c'est le poids que tu choisis de porter. Et si tu continues à accumuler des choses, des personnes, des habitudes et des pensées qui n'ont plus leur place dans ce que tu construis, tu ne vas pas avancer, tu vas te traîner. Beaucoup ne sont pas fatigués de vivre, ils sont épuisés de porter ce dont ils n'ont pas besoin. Mais ils continuent à le faire, par peur de lâcher prise, par habitude ou pour ne déranger personne. Voici une vérité inconfortable. Ce qui ne t'apporte plus rien te gêne. Point. Et tu n'as pas besoin de te justifier, ni de demander la permission, ni de l'expliquer avec un sourire. Il y a des choses qui ont simplement terminé leur cycle. Des personnes qui n'ont plus de place dans ta nouvelle version. Des routines qui te sabotent seulement. Des pensées que tu répètes par inertie, non parce qu'elles te servent, mais comme tu as appris à être complaisant, à ne pas faire de bruit, à tout garder en place même si cela te tue à l'intérieur, tu finis par être piégé dans une vie que tu n'as pas consciemment choisie. La philosophie stoïcienne ne consiste pas à réprimer les émotions ni à vivre une existence vide. Il s'agit de savoir choisir avec sagesse, d'éliminer l'excès pour se concentrer sur l'essentiel. Épictète disait que si tu veux être sage, tu dois commencer par mettre de côté ce qui ne contribue pas à ta croissance. Non pas ce qui te divertit, non pas ce qui te flatte, mais ce qui te transforme. Parce que parfois l'obstacle n'est pas devant toi mais au-dessus, et il ne s'enlève qu'en lâchant prise. Mais bien sûr, lâcher prise fait mal. Parce que lâcher prise implique de faire face à ce que tu as évité. Cela implique d'admettre que tu n'es plus le même et que tes priorités ont changé. Cela implique de décevoir ceux qui s'attendaient à ce que tu sois toujours disponible, soumis, comme avant. Mais si tu continues à demander la permission de vivre ta vie, tu vas continuer à te trahir pour t'adapter à des endroits où tu n'appartiens plus. Et il n'y a pas de discipline qui survive à l'incohérence. Tu ne peux pas construire une vie ordonnée tout en conservant tout ce qui représente ton désordre. Nettoyer n'est pas une tâche émotionnelle, c'est une décision pratique. Regarde ton agenda, tes habitudes, tes liens, tes conversations quotidiennes, tes réseaux sociaux, tes pensées répétitives. Demande-toi froidement ce qui est oui et ce qui est non. Ce qui te donne de l'énergie et ce qui te la vole. Ce qui te pousse et ce qui te freine. Ce qui est à toi et ce que tu portes seulement par peur de paraître égoïste. Parce que ce n'est pas de l'égoïsme de lâcher ce qui te consomme, c'est de l'amour-propre. Chaque chose inutile que tu élimines est de l'espace que tu récupères pour l'important. Chaque personne que tu laisses derrière avec respect, c'est du temps que tu récupères pour grandir. Chaque habitude que tu coupes, chaque pensée que tu arrêtes de nourrir, c'est un pas de plus vers la version de toi qui ne dépend plus de rien d'extérieur pour se sentir précieuse. Et ça, c'est du pouvoir. Du vrai pouvoir, pas celui qui se montre, mais celui qui se ressent dans le silence de tes décisions. Tu n'as pas à l'expliquer. Tu n'as pas à le faire parfaitement. Tu as juste à le faire avec détermination, parce que personne ne viendra organiser ta vie pour toi. Personne ne te demandera de lâcher ce qui te retient. Cette responsabilité est la tienne. Et si tu te prends vraiment au sérieux dans ta transformation, commence par nettoyer. Élimine le bruit, élimine l'excès, élimine le besoin d'approbation. Parce que chaque chose que tu lâches est une déclaration. Je suis prêt pour ce qui vient.
pas pour rester où je suis. 3. Dire non est aussi un acte de pouvoir. Dire oui tout le temps, c'est comme ouvrir les portes de ta maison à quiconque frappe. Au début, cela semble être de la politesse, puis cela devient une invasion. Et quand tu t'en rends compte, tu ne vis plus dans ton espace, tu vis dans le chaos que les autres ont apporté. Ne pas savoir dire non ne fait pas de toi une bonne personne. Cela fait de toi une personne épuisée, confuse et surchargée de responsabilités qui ne sont même pas les tiennes. Et le pire, c'est que personne ne te remerciera. Parce que celui qui dit toujours oui, on finit par le prendre pour acquis. Être fort, discipliné et respecté ne concerne pas seulement ce que tu fais, mais aussi ce que tu refuses de faire. Et cela commence par fixer des limites. Pas à partir de la colère, mais à partir de la clarté. Le stoïcisme nous enseigne que l'on ne doit pas vivre pour plaire au monde, mais pour agir en cohérence avec ses principes. Si quelque chose va à l'encontre de ce que tu es, de ce que tu crois, de ce dont tu as besoin, alors dire non n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de respect envers toi-même. Mais beaucoup ont du mal. Ils se sentent coupables. Ils craignent de décevoir, de perdre de l'affection ou de la validation. Alors, ils finissent par accepter plus qu'ils ne peuvent gérer, en assumant des tâches qui ne leur incombent pas, en s'engageant dans des conversations qu'ils ne veulent pas avoir et en consacrant du temps, de l'énergie et de l'attention à des choses qui n'apportent rien. Ils disent oui alors qu'à l'intérieur, ils veulent crier non. Et c'est une forme silencieuse de trahison personnelle qui se normalise avec chaque décision. L'habitude de dire non ne s'entraîne pas avec des cris ou des confrontations. Elle s'entraîne avec une fermeté intérieure. Elle s'entraîne chaque fois que tu priorises ta paix mentale plutôt que de vouloir bien paraître. Chaque fois que tu choisis ton projet, ton repos, ta vérité, avant le confort des autres. Parce que si tu ne respectes pas ton temps, personne d'autre ne le fera. Si tu ne fixes pas de limites, l'environnement s'étendra jusqu'à te briser. Dire non signifie aussi reconnaître que tu ne peux pas être partout, que tu n'es pas responsable de tout et que tu ne dois pas être disponible éternellement pour personne. Celui qui se sent offensé parce que tu as commencé à dire non est celui qui profitait de ton silence. Le véritable respect ne repose pas sur ce que tu fais pour les autres, mais sur la façon dont tu restes fidèle à toi-même, même si cela dérange. Dans la pratique stoïcienne, la maîtrise de soi est essentielle. Ne pas réagir impulsivement, ne pas vivre dans la peur, et cela inclut la capacité de refuser sans culpabilité. Si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Si tu ne veux pas parler, reste silencieux. Si tu n'es pas intéressé à continuer dans cette relation, éloigne-toi. Si tu ne te sens pas prêt, dis-le. Tu n'as pas besoin de justifier chaque non. Il suffit que tu le dises à partir d'un lieu de vérité, non de rejet, mais de priorité. Il y a un type de soulagement que l'on ne ressent que lorsqu'on commence à fixer des limites. C'est une légèreté intérieure qui apparaît lorsque tu arrêtes de dire oui pour être aimé et que tu commences à dire non pour te respecter. C'est la paix que tu cherches, même si tu ne le sais pas encore. Elle n'est pas dans le fait de faire plus, mais dans le fait de te permettre moins. Moins de bruit, moins de pression, moins d'apparence et plus d'espace pour toi. Apprendre à dire non, c'est retrouver ta voie, c'est arrêter de vivre en fonction de l'extérieur, c'est rester ferme sur ton chemin, même si d'autres veulent te détourner. Et oui, cela va déranger. Mais si tout le monde est à l'aise avec toi, tu es probablement mal à l'aise avec toi-même. Alors aujourd'hui, fais-toi une faveur. Dis non quand tu dois dire non. Parce que c'est là que commence le véritable soulagement. Et avec lui, le véritable pouvoir. 4. Planifier, c'est respecter ton objectif. Ton esprit est comme un champ fertile, mais sans semer quoi que ce soit, seules les mauvaises herbes pousseront. L'urgent l'emporte toujours sur l'important lorsqu'il n'y a pas de direction. Et dans un monde saturé de distractions, si tu ne décides pas quand et comment tu vas agir, le temps va s'écouler comme de l'eau entre les mains, te laissant avec la fausse impression que tu as été occupé, alors qu'en réalité, tu n'as fait qu'éviter ce qui compte vraiment. Les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, mais la plupart ne l'utilisent tout simplement pas avec intention. Ils vivent coincés entre l'immédiat et l'improvisé,
éteignant les incendies qu'ils ont eux-mêmes provoqués par manque d'ordre. L'essentiel ne crie jamais, c'est pourquoi il est si facile de le repousser. Et c'est là que le jeu change. Planifier. Si tu ne l'écris pas, si tu ne le définis pas, si tu ne le programmes pas, alors ce n'est qu'une idée de plus flottant parmi des milliers. Et ce qui n'a pas de place dans ton agenda n'a pas de place dans ta vie. Les stoïciens n'étaient pas improvisés. Ils comprenaient la valeur du temps comme la ressource la plus sacrée. Sénèque disait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et cela reste une vérité brutale. Combien de fois as-tu dit que tu allais commencer quelque chose et l'as-tu repoussé parce que tu ne l'as pas ancré dans un jour, une heure, une action concrète? Le désir sans structure est de la fumée. La discipline sans planification se brise. Et le respect de soi commence lorsque ta parole commence à avoir une place dans ton calendrier, pas seulement dans ton esprit. Beaucoup veulent changer, s'améliorer, avancer, mais continuent à laisser leurs priorités à la merci du jour. Ils ne planifient pas leur entraînement, leur lecture, leurs projets, leur repos, mais ils trouvent de l'espace pour ce qui les éloigne de leur objectif. Parce que ce qui est facile s'infiltre lorsque ce qui est important n'est pas réservé. Et c'est ainsi qu'une vie sans direction se construit, où l'extérieur impose le rythme et l'intérieur survit à peine. Planifier n'est pas de la rigidité, c'est de la clarté. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est de la liberté. C'est décider ce qui mérite ton temps et ce qui ne le mérite pas. C'est protéger des blocs de ta journée pour toi, pour ce qui te rapproche de la vie que tu es en train de construire. Parce que si tu ne protèges pas ces espaces, le monde les remplira de déchets, d'urgences étrangères, de distractions vides. Et quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard pour récupérer tout ce que tu as repoussé. Mets dans ton agenda ce que tu sais qui compte. N'attends pas d'avoir envie, crée une structure. L'habitude vient après la répétition, pas avant. Ne te laisse pas emporter par l'impulsion du moment. Laisse ton agenda être ton rappel constant de qui tu choisis d'être. Ce n'est pas seulement une liste de tâches, c'est une déclaration de principe. C'est te dire à toi-même, cela a de la valeur, cela ne se négocie pas, cela, je vais le faire. Tu n'as pas besoin d'un agenda parfait, tu as besoin d'une décision ferme. Tu peux utiliser du papier, une application, un tableau, peu importe. L'important est que tes engagements soient hors de ta tête et dans ta journée. Parce que c'est là que le changement commence à prendre forme, non pas dans ce que tu désires, mais dans ce que tu fais. Et non pas dans ce que tu penses, mais dans ce que tu programmes avec intention. Ton agenda est ton reflet. Il montre dans quoi tu investis ta vie. Et si ta vie ne ressemble pas à ce que tu veux, commence par revoir comment tu utilises tes jours. Parce que si tu ne planifies pas ce qui est important pour toi, tu finiras par être l'esclave de ce qui ne t'importe absolument pas. Ne le laisse pas au hasard. Ce qui n'est pas écrit n'est pas engagé. Et ce qui n'est pas engagé n'existe tout simplement pas. 5. Arrête de procrastiner et affronte ce qui pèse. Procrastiner est comme avoir une fuite dans le toit. Au début, cela ne semble pas urgent. Tu t'habitues au bruit, tu ignores la tâche, tu te convaincs que tu peux vivre avec. Mais un jour, sans prévenir, le toit s'effondre. C'est ainsi que fonctionne la vie aussi. Ce que tu n'affrontes pas s'accumule. Ce que tu repousses te poursuit. Ce que tu ne résous pas aujourd'hui devient un fardeau silencieux qui draine ton énergie, ta clarté et ton respect de soi. La procrastination n'est pas seulement de la paresse. Souvent, c'est de la peur déguisée en fatigue. C'est la peur du conflit, de l'erreur, de l'effort, du changement. Mais chaque fois que tu choisis la voie facile de remettre à plus tard, tu renforces l'idée que tu ne peux pas y faire face, que tu n'as pas ce qu'il faut. Et peu à peu, tu deviens quelqu'un qui s'adapte au poids au lieu de l'affronter. Ce n'est pas vivre en paix, c'est survivre en évitant. Le stoïcisme enseigne que l'on doit agir conformément à la nature rationnelle. Et repousser ce qui est important, c'est trahir cette nature. C'est mettre le plaisir immédiat au-dessus du but. C'est chercher un soulagement aujourd'hui en échange du chaos de demain. Marc Aurèle disait que ce qui empêche l'action devient l'action.
Autrement dit, ce que tu évites maintenant, c'est précisément ce que tu devrais faire en premier. Il ne s'agit pas de vivre dans un état d'urgence, mais d'agir avec intégrité. La vérité est que nous savons tous ce que nous repoussons. Nous le sentons dans notre corps, dans notre esprit, dans le silence inconfortable qui apparaît lorsque nous sommes seuls. Ce que tu ne fais pas devient un poids mental, et plus tu l'évites, plus il devient grand. Un appel en attente, une conversation difficile, un projet abandonné, une routine que tu as promis de commencer. Tu le sais, et tu continues à le repousser, mais le plus tard n'existe pas. Il n'y a que le aujourd'hui sans décision qui se répète. Sortir de ce cycle ne nécessite pas de motivation, mais du mouvement. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt, tu dois juste le faire. Lève-toi et fais une chose, une seule, la plus inconfortable, celle que tu évites le plus. Et fais-le sans trop y penser, parce que l'esprit trouve 1000 excuses pour ne pas agir, mais le corps comprend l'action. Quand tu l'affrontes, la peur diminue. Quand tu le termines, le poids s'allège. Et quand tu le répètes, la procrastination perd de son pouvoir. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu as juste besoin de commencer par ce que tu évites. Parce que ce que tu n'affrontes pas te contrôle. Mais ce que tu affrontes, même si c'est difficile, te libère. L'habitude d'agir rapidement face à l'inconfort est un signe clair de discipline. Et cette discipline devient confiance, estime de soi, ordre réel. Pas celui qui se voit, celui qui se ressent. Arrêter de procrastiner, c'est respecter ton temps. C'est dire à ta vie, je sais ce que tu vaux et je vais en prendre soin. C'est te rendre compte que tu ne peux plus continuer à fuir ce que tu sais que tu dois faire. Parce que le coût de la procrastination est élevé. Elle te vole ta concentration, ton énergie, ta fierté silencieuse d'avoir accompli ce que tu as promis. N'attends pas que tout soit aligné pour agir. Le moment parfait n'arrivera pas. L'inconfortable semblera toujours plus grand dans ta tête que dans la réalité. Mais dès que tu fais le premier pas, tu remarqueras que tu avais plus de force que tu ne le pensais. Et c'est la clé. Affronte ce qui pèse, parce que c'est là que se trouve le changement. Pas dans la facilité, pas dans le confort. Dans ce que tu évites, se trouve ce dont tu as besoin. 6. Mets de l'ordre dans ton esprit avant de mettre de l'ordre dans ton monde. Essayer de mettre de l'ordre dans ta vie sans d'abord mettre de l'ordre dans ton esprit, c'est comme essayer de nettoyer une pièce avec les lumières éteintes. Tu peux déplacer des choses, faire semblant que tout est sous contrôle, mais tu ne vois pas clairement. Et tôt ou tard, tu trébuches. L'extérieur reflète toujours l'intérieur. Peu importe le nombre d'agendas, de routines ou de tâches que tu t'imposes, si ton esprit est saturé, dispersé ou plein de bruit, rien ne restera debout. Tu accumuleras seulement plus de frustration et confondras le mouvement avec le progrès. Personne ne construit de discipline à partir du chaos mental. Tu ne peux pas être fort à l'extérieur si tu te décomposes à l'intérieur. Le désordre ne commence pas dans ta chambre, il commence dans tes pensées, dans le manque de direction, dans les 1000 voix qui crient en même temps en toi, te disant ce que tu devrais faire, qui tu devrais être et qui tu devrais satisfaire. C'est pourquoi, avant de vouloir tout arranger là-bas, arrête-toi et regarde en toi. Qu'est-ce que tu penses tous les jours? Quelle histoire te racontes-tu? Quelles croyances continues-tu à traîner qui ne t'appartiennent plus? Le stoïcisme ne cherche pas le contrôle total de l'environnement. Il cherche la maîtrise de soi. Épictète le disait clairement, ce n'est pas ce qui se passe qui nous affecte, mais comment nous interprétons ce qui se passe. Et cette interprétation provient de l'esprit. Un esprit embrouillé transforme de petits problèmes en tempêtes. Un esprit calme transforme les tempêtes en décisions. C'est la différence. Et cette différence marque comment tu agis, comment tu décides, comment tu vis. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ton esprit, tu continueras à réagir au lieu de répondre. Tu continueras à te laisser emporter par des impulsions, par des émotions mal digérées, par des pensées automatiques que tu n'as pas remises en question. Et là, il n'y a pas de maîtrise de soi, seulement de l'inertie. Tu peux faire semblant que tout va bien, que tu es occupé, que tu as des plans,
mais à l'intérieur, tu es toujours aussi perdu. Parce que mettre de l'ordre dans le monde sans avoir mis de l'ordre dans l'esprit est un effort vain. Tu n'as pas besoin d'un esprit parfait, tu as besoin d'un esprit conscient. Un esprit qui observe ce qu'il pense avant d'agir, qui ne se noie pas dans chaque émotion, qui ne gobe pas chaque pensée comme si c'était une vérité absolue. C'est le véritable entraînement. Parce que la force d'une personne se mesure par sa clarté, pas par son intensité. Et cette clarté ne vient pas seule, elle se cultive, à travers le silence, la réflexion, en te remettant en question ce que tu répètes depuis des années sans réviser. Fais des pauses, non pas pour fuir, mais pour comprendre. Ne remplis pas chaque espace avec du bruit. Apprends à être avec toi-même, sans stimuli, sans distraction. C'est là que commence le véritable ordre. Quand tu peux t'asseoir en silence et écouter ce que ton esprit dit sans réagir immédiatement. Quand tu peux séparer l'urgent de l'important, le vrai de l'imposé, l'essentiel de l'accessoire. C'est alors que tu reprends le contrôle. Mets des limites à ce que tu laisses entrer dans ta tête. Toute pensée ne mérite pas d'attention. Tout problème n'est pas le tien. Toute émotion n'a pas à être obéie. Tu décides de ce que tu nourris. Tu décides de ce que tu répètes. Tu décides de ce qui te définit. Et ce choix commence chaque matin, chaque fois que tu te réveilles, et décide quel type de pensée tu vas laisser s'installer. Ne sous-estime pas le pouvoir de mettre de l'ordre dans ton esprit. Parce qu'une fois que tu as de la clarté à l'intérieur, mettre de l'ordre à l'extérieur devient naturel. Non pas à partir de l'anxiété, mais à partir de l'intention. Tu n'agis plus par impulsion, tu agis avec un but. Et ça se sent. Dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu choisis, dans la façon dont tu vis. Alors, avant de continuer à essayer de tout arranger là-bas, arrête-toi et regarde à l'intérieur. Parce que si ton esprit est en chaos, le reste n'est que du maquillage. Et tu n'es pas venu pour vivre en maquillant le désordre. Tu es venu pour te transformer à partir de la racine. 7. Construis une routine qui te soutient, pas qui t'enferme. Une routine peut être comme un exosquelette qui te renforce ou une cage qui te limite. Tout dépend de comment tu la construis. Il ne s'agit pas de vivre piégé dans des horaires rigides, ni de répéter ta journée comme un robot. Il s'agit de créer une structure qui te soutient lorsque les émotions faiblissent, lorsque la fatigue arrive, lorsque la motivation s'évapore. La routine ne doit pas t'asservir, elle doit être ta colonne vertébrale. Il y a des personnes qui rejettent la routine parce qu'elles pensent qu'elle leur enlève leur liberté. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que sans structure, l'esprit se disperse. Et quand il se disperse, il perd de la force. Il n'y a pas de clarté sans ordre. Il n'y a pas de progrès sans répétition. Il n'y a pas de respect de soi si chaque jour tu recommences à zéro, improvisant, t'adaptant au chaos, donnant ton temps au hasard. Le désordre émotionnel naît souvent du désordre dans les actes quotidiens. Le stoïcisme n'était pas l'ennemi de la routine, au contraire, il la considérait comme un outil pour vivre avec un but. Marc Aurèle écrivait tous les jours, réfléchissait tous les jours, méditait sur la mort tous les jours, non par obsession, mais par discipline, parce qu'il comprenait que les habitudes quotidiennes construisent la direction de ton caractère. Ce que tu fais en automatique est ce qui te définit, pas ce que tu penses occasionnellement. Une bonne routine ne consiste pas à faire beaucoup de choses, mais à faire l'essentiel avec constance. Tu n'as pas besoin de remplir chaque minute de ta journée pour te sentir précieux. Tu as besoin de bien choisir quelles activités t'élèvent, t'alignent avec ce que tu construis, te rendent plus fort, plus clair, plus en paix avec toi-même. Cela peut être de l'entraînement, de la lecture, de l'écriture, ou simplement s'asseoir en silence pour réfléchir. L'important est que cela soit aligné avec ton but, pas avec les attentes des autres. Mais attention, car il y a aussi l'autre extrême, la routine qui devient une punition, qui te sert tellement que tu ne vis plus, tu ne fais que survivre en accomplissant des tâches. Cette routine ne te soutient pas, elle t'enferme, elle ne t'élargit pas, elle t'éteint. Tu n'es pas obligé de la suivre si elle n'a plus de sens.
L'objectif n'est pas d'accumuler des habitudes comme des médailles, mais de trouver un rythme qui te maintient connecté avec toi-même, qui te rappelle qui tu es quand tout le reste devient bruit. Ta routine devrait être comme une armure légère. Elle te protège, te donne une structure, mais ne t'immobilise pas. Elle devrait t'aider à ne pas dépendre de la motivation. Parce que la motivation est volatile, mais la répétition disciplinée te porte, même si tu n'as pas envie. C'est là que commence le respect de soi, quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même les jours où tu ne te sens pas à 100%. Parce que ces jours-là, plus que jamais, tu as besoin de quelque chose qui te soutient. Ne vis pas au hasard. Ne permets pas que chaque jour se construise à partir de l'improvisation. Parce que quand tout dépend de comment tu te sens, la plupart des jours tu te trahiras. Mais si tu as déjà un système qui t'attend, une structure que tu as conçue avec conscience, alors même les pires jours, tu continueras à avancer. Ne construis pas une cage, construis une base, une routine qui te donne de la force, pas de la pression, qui te donne de la clarté, pas de l'épuisement, qui te soutient comme une main ferme quand ton esprit veut t'abandonner. Parce qu'à ces moments-là, ce que tu as répété avec discipline sera ce qui te relèvera. Et cela n'a pas de prix. 8. Organiser ta vie est ton plus grand acte de respect envers toi-même. Organiser ta vie n'est pas un luxe, c'est une forme d'amour. Mais pas un amour tiède, doux, qui se dit beau devant le miroir. C'est un amour ferme, exigeant, qui se démontre par des actions. Parce que tout le monde peut parler de respect de soi, mais tout le monde n'est pas prêt à assumer la responsabilité que ce respect implique. Et cette responsabilité commence lorsque tu prends le contrôle de ce que tu fais chaque jour, lorsque tu choisis de cesser de survivre en pilote automatique et que tu commences à agir avec intention. Beaucoup pensent que vivre de manière organisée est limitatif, comme si la structure leur enlevait leur liberté. Mais en réalité, la véritable liberté naît lorsque tu cesses d'être esclave du désordre. Il n'y a rien de plus épuisant que de vivre en courant après tout, en ayant l'impression que rien n'est sous contrôle, qu'il manque toujours quelque chose, que tout accable. Et cela arrive lorsqu'il n'y a pas d'ordre, lorsque chaque domaine de ta vie est régi par l'improvisation, la négligence ou la peur de faire face à ce qui doit être changé. Organiser ta vie ne signifie pas atteindre la perfection. Il ne s'agit pas d'avoir tout impeccable, ni de répondre à des attentes externes, ni de remplir ta journée de tâches pour te sentir productif. Il s'agit de clarté. Il s'agit de te dire à toi-même « Mon temps compte, mon énergie compte, mes décisions comptent » et d'agir en cohérence avec cela. Parce que si tu ne structures pas ta vie avec respect, le monde ne le fera pas pour toi. Les stoïciens l'ont compris avec une brutalité honnête. Pour eux, la vie était courte et le temps était sacré. Ils ne pouvaient pas se permettre de le gaspiller en distractions inutiles ou en habitudes sans but. Ils comprenaient que chaque jour devait être une expression consciente de qui ils voulaient être. Et cela ne se réalise pas à partir du chaos. Cela se réalise à partir de l'ordre. Non pas l'ordre externe comme priorité, mais l'ordre interne comme base. Chaque partie de ta vie a besoin de direction. Tes horaires, ton repos, tes habitudes, tes relations, ton alimentation, tes espaces. Non pas pour remplir une liste, mais pour te sentir fort, clair, maître de toi-même. Parce que lorsque tout est à sa place, tu trouves aussi ta place. Et lorsque tout est en désordre, ton esprit devient le reflet de ce désordre. Ne l'ignore plus. Ne le cache plus avec des excuses. Si ta vie est en désordre, tu dois le regarder en face et décider ce que tu vas faire à ce sujet. Organiser, c'est lâcher ce qui ne s'ajoute pas, établir des limites réelles, prioriser ce qui compte vraiment. C'est arrêter de vivre en éteignant des incendies et commencer à construire avec intention. C'est planifier, décider, nettoyer, affronter, couper, réaffirmer. C'est revenir à toi chaque jour avec engagement. Et cela, même si personne ne le voit, même si cela ne donne pas de like, même si cela dérange beaucoup, c'est du respect. Du vrai respect. Celui qui ne se crie pas, celui qui se ressent. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà que ce n'est pas seulement une question de routine ou d'agenda. Il s'agit de changer de l'intérieur, de prendre les rênes de ta vie avec force, avec courage,
avec discipline. Non pas pour impressionner quelqu'un, mais pour arrêter de vivre à moitié, pour arrêter de céder ton pouvoir, pour regarder en arrière dans quelques années et te dire que tu l'as fait sérieusement, que tu l'as fait avec vérité. Alors, n'oublie pas, organiser ta vie est la manière la plus silencieuse et puissante de dire « je me respecte ». Et celui qui se respecte ne se trahit pas, il ne se sabote pas, il ne se laisse pas pour plus tard, il se choisit, il se soutient, il se transforme. Une décision, une habitude, un jour à la fois. Les discussions ne sont pas gagnées par des cris, elles sont gagnées avec calme. Celui qui perd le contrôle a déjà perdu la bataille, même s'il pense que crier démontre du pouvoir. La vérité est autre. Le respect naît lorsque tu réponds avec fermeté sans perdre ta sérénité. Dans un monde où tout le monde cherche à s'imposer par la force, celui qui sait garder son calme est vu comme quelqu'un qui ne se plie pas, quelqu'un qui maîtrise la situation. Pense à ceci. Les insultes sont oubliées, les cris se perdent, mais une réponse claire, ferme et sereine reste gravée dans la mémoire. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour te faire entendre, tu as besoin de caractère. Les stoïciens l'ont enseigné il y a des siècles. Marc Aurèle disait que la force réside dans le fait de te dominer toi-même. Épictète rappelait que nous ne contrôlons pas ce que les autres disent, mais comment nous répondons. Et Sénèque savait que rien ne désarme plus un adversaire que de nous voir imperturbables. Cette vidéo ne cherche pas à t'apprendre à gagner des discussions, mais à les affronter avec intelligence émotionnelle. Il s'agit d'utiliser des phrases et des attitudes qui, appliquées dans la vie quotidienne, t'aident à protéger ta dignité, à établir des limites et à maintenir ta paix intérieure sans céder à la provocation. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas de la théorie. Ce sont des outils pratiques pour faire taire l'autre sans recourir à la violence. Parce que la véritable autorité n'est pas bruyante, elle est ferme. La véritable force n'est pas dans l'imposition, mais dans l'inspiration du respect avec sérénité. Et quand tu apprendras à le faire, tu verras qu'il n'y a pas de discussion capable de te briser. 1. Réponds calmement, pas avec des cris. Un océan déchaîné semble avoir plus de force qu'un lac tranquille, mais quand la tempête arrive, la mer se heurte à elle-même et se roule jusqu'à perdre sa clarté, tandis que le lac, bien que silencieux, reflète parfaitement tout ce qui l'entoure. C'est ainsi que fonctionne le contrôle dans une discussion. Celui qui crie, s'agite et cherche à s'imposer par le bruit devient cette mer chaotique qui se frappe contre ses propres vagues. Mais celui qui choisit de répondre calmement devient ce lac qui, dans sa sérénité, montre une force inébranlable que l'autre ne peut ignorer. Lorsque quelqu'un élève la voix contre toi, la réaction automatique est de répondre de la même manière, de rendre le cri, d'augmenter le ton comme si la force résidait dans le volume. Mais tout ce que tu fais, c'est entrer sur le terrain de l'autre et t'épuiser dans un jeu où personne ne gagne. Les cris ne convainquent pas, ils ne font que saturer. La personne qui crie croit qu'elle contrôle, alors qu'en réalité elle montre sa plus grande faiblesse, l'incapacité de se maîtriser elle-même. Celui qui répond calmement ne signifie pas qu'il est faible ou qu'il accepte l'humiliation. Cela signifie qu'il sait que son pouvoir réside dans le fait de ne pas laisser l'autre décider de sa réaction pour lui. Épictète l'a expliqué clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais ce que nous pensons d'elles. Et dans une discussion, ce qui détermine ton niveau de grandeur n'est pas ce qu'ils disent, mais comment tu choisis de répondre. Une réponse calme, ferme et claire coupe comme une lame invisible qui désarme l'autre. Quand quelqu'un te crie dessus en espérant que tu perdes le contrôle et voit que tu restes calme, il sent que son attaque rebondit sur un mur impénétrable. Ne te trompe pas. Il ne s'agit pas de rester silencieux ou de permettre qu'on te marche dessus. Il s'agit de répondre avec un ton serein, avec des mots qui clarifient ta position, mais sans leur donner ta paix. Un « je comprends ton point de vue, mais je ne vais pas crier » pèse plus que 1000 insultes. Une phrase ferme dite calmement a un impact qu'aucun cri ne peut atteindre. Le calme au milieu de la tension est une arme psychologique. Il déstabilise, met mal à l'aise et oblige l'autre à affronter son propre manque de contrôle. Si l'autre crie et que tu ne cries pas,
Il se voit lui-même comme quelqu'un de débordé face à quelqu'un qui garde son sang-froid. C'est là que naît le respect. Non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu l'inspires. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Ne pas imiter son bruit est ta victoire. Et Sénèque rappelait que la colère se punit toujours elle-même. Laisse l'autre s'épuiser dans sa tempête pendant que tu restes solide dans ton calme. C'est ainsi qu'un homme ou une femme de caractère démontre qu'il ne se rabaisse pas au niveau de ceux qui cherchent un conflit bon marché. Pratiquer cela n'est pas facile, car l'instinct naturel te pousse à te défendre avec le même feu que tu reçois. Mais entraîner le calme, c'est entraîner le pouvoir. Chaque fois que tu réussis à répondre sans crier, tu renforces ton esprit, tu construis du respect et tu enseignes sans mots que ta valeur ne réside pas dans la violence, mais dans la sérénité qui te rend maître de toi-même. Souviens-toi, le cri est un bruit vide qui se perd dans l'air, mais le calme est un écho qui reste dans la mémoire. Et celui qui maîtrise ce calme maîtrise la discussion sans avoir besoin de gagner par la force. 2. Reflète l'attitude de l'autre sans l'imiter. La lune ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil, et pourtant elle illumine toute la nuit. Elle n'a pas besoin de rivaliser, elle n'a pas besoin d'inventer son propre feu. Il lui suffit de renvoyer ce qu'elle reçoit pour devenir impossible à ignorer. Dans une discussion, c'est la même chose. Tu ne gagnes pas en imitant l'énergie de l'autre, mais en la reflétant de manière consciente et stratégique, en lui montrant ce qu'il apporte sans te rabaisser à son niveau. Quand quelqu'un arrive avec hostilité, avec sarcasme ou avec ce besoin de s'imposer à tout prix, ton instinct peut être de répondre de la même manière. Mais cela signifie seulement tomber dans son jeu et devenir une copie de son désordre. La clé n'est pas d'imiter, la clé est de refléter. C'est-à-dire montrer l'essence de son attitude, mais depuis un lieu de calme et de fermeté, où tu contrôles la scène et il est exposé. Pense à ce qui se passe quand quelqu'un crie et que tu réponds avec sérénité. Ce contraste non seulement souligne sa perte de contrôle, mais oblige aussi les autres à remarquer la différence entre un caractère qui déborde et un autre qui reste ferme. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour démontrer ta force. Tu as besoin de refléter la sienne pour qu'il soit clair qui domine la situation. Dans une réunion, par exemple, si quelqu'un interrompt constamment, tu peux répondre avec des phrases posées comme « Je t'écoute, maintenant laisse-moi finir » ou « Je comprends ton point de vue, mais j'ai besoin que tu me laisses parler ». Tu ne l'insultes pas, tu ne l'imites pas, mais tu lui montres exactement ce qu'il fait. Épictète enseignait que personne ne peut te faire du mal sans ton permission. En reflétant l'attitude de l'autre, tu ne cèdes pas ton contrôle, tu l'affirmes. Marc Aurèle rappelait que l'homme fort ne réagit pas par impulsion, mais agit à partir de la raison. C'est l'essence de ce principe. Laisser l'autre se faire piéger dans son propre reflet pendant que tu avances avec sérénité. Le miroir ne change jamais ce qu'il montre, mais il ne se salit pas non plus avec l'image qu'il reçoit. Tu devrais être pareil. Si quelqu'un te parle avec arrogance, réponds avec clarté. Si quelqu'un essaie de s'imposer, réponds avec fermeté, mais sans agression. C'est un jeu psychologique puissant. Tu forces l'autre à voir son propre visage dans ta réponse. Et ce reflet dérange plus que n'importe quel cri. Sénèque disait que la colère se punit toujours elle-même. En reflétant sans imiter, tu permets à l'autre de s'emmêler dans son propre feu pendant que tu restes intact. Cette capacité non seulement protège ta dignité, mais aussi élève ton image devant ceux qui observent. Dans n'importe quel environnement, travail, famille, amis, la personne qui garde son sang-froid inspire toujours plus de respect que celle qui perd la tête. Refléter ne signifie pas se taire ni permettre des abus. Cela signifie répondre avec intelligence. Par exemple, quand quelqu'un te lance des ironies, tu peux répondre avec des phrases comme « Je ne suis pas là pour jouer, parlons clairement » ou « Si tu veux vraiment communiquer, fais-le sans sarcasme ». À ce moment-là, tu n'entres pas dans sa dynamique, mais tu ne cèdes pas non plus ton espace. Tu restes comme ce miroir qui renvoie ce qu'il reçoit, mais depuis un angle qui expose la vérité.
La pratique de ce principe renforce ton caractère. Chaque fois que tu l'appliques, ton esprit apprend qu'il n'a pas besoin de se laisser emporter par la provocation. Tu découvres que tu peux te défendre sans devenir une copie de ce que tu affrontes. C'est un entraînement silencieux, mais il transforme la façon dont les autres te perçoivent, comme quelqu'un qui ne joue pas sur le terrain du chaos, mais qui domine le sien. Reflète sans imiter, répond sans crier, expose sans tomber dans le piège. 3. Établis des conditions pour le dialogue. Les portes d'une forteresse ne s'ouvrent pas à n'importe qui. Un appel clair, une autorisation consciente et le respect de certaines règles sont nécessaires pour que quelqu'un franchisse ces murs. Une discussion devrait fonctionner de la même manière. Ce n'est pas un terrain ouvert pour que n'importe qui décharge sa colère. C'est un espace que tu contrôles et dans lequel tu décides sous quelles conditions tu participes. Celui qui établit ces conditions ne protège pas seulement sa dignité, il fait immédiatement la différence entre un conflit sans direction et un dialogue qui peut avoir un sens réel. Au milieu d'une confrontation, la plupart agissent comme s'ils n'avaient pas le choix. Si quelqu'un crie, ils crient en retour. Si quelqu'un presse, ils répondent avec la même intensité. Ils oublient quelque chose d'essentiel. Tu as le droit de décider comment, quand et dans quel ton tu participeras à une conversation. Ce droit est ton bouclier, et établir des conditions claires est le moyen de le rappeler. Il ne s'agit pas d'imposer avec violence, il s'agit de fixer les limites qui préservent ta paix et font comprendre à l'autre que tu n'es pas prêt à jouer sur son terrain. Imagine que quelqu'un s'approche de toi avec agressivité, cherchant à te provoquer. Tu peux répondre par des phrases qui expriment ta position sans tomber dans le piège. Nous pouvons parler, mais pas de cette façon. Si tu veux que je t'écoute, nous devons baisser le ton. Le respect est la condition pour continuer. En prononçant ces mots, tu transformes la dynamique, car tu n'es plus à la merci de son impulsion. C'est toi qui définis le cadre de l'échange. Les stoïciens enseignaient que personne ne peut te faire perdre ta paix intérieure sans ton consentement. Marc Aurèle conseillait de se rappeler que l'esprit est maître de lui-même et que les actions des autres ne doivent pas rompre ton équilibre à moins que tu ne le permettes. En établissant des conditions, tu appliques cette sagesse. Tu décides quelle énergie tu acceptes et laquelle tu rejettes. C'est une façon de dire, sans crier, que ta dignité n'est pas à vendre et que ta tranquillité n'est pas un terrain facile à envahir. Ce principe a un pouvoir psychologique profond. L'agresseur s'attend à ce que tu entres dans son jeu, mais en fixant des conditions, tu le forces à s'arrêter et à reconsidérer. Tu n'attaques pas, tu ne renvoies pas d'insultes, tu montres simplement qu'avec toi, on ne dialogue pas sans respect. Cette pause, ce malaise qui se crée, est le premier signe que le contrôle est de ton côté. Sénèque avertissait que la colère conduit toujours à la destruction de celui qui la cultive. En refusant d'entrer dans un dialogue dans ces conditions, tu protèges non seulement ton énergie, mais tu empêches aussi que le feu de l'autre te consume. Tu apprends à distinguer ce que tu peux contrôler, ta réponse, et ce que tu ne peux pas, son attitude, et cette clarté est ce qui te rend respecté, même au milieu de la tension. Dans la pratique quotidienne, ce principe peut te sauver de conflits inutiles. À la maison, face à un partenaire qui discute avec un ton élevé, tu peux répondre calmement « Je veux parler, mais pas de cette façon ». Au travail, si un supérieur ou un collègue tente de s'imposer avec pression, tu peux fixer ta limite avec respect « Je suis prêt à collaborer, mais pas si nous continuons sur ce ton ». Ces phrases ne sont pas évasives, ce sont des ancres qui montrent que tu participes, mais selon tes règles. Au final, établir des conditions pour le dialogue n'est pas seulement une tactique pour gagner du respect dans les discussions, c'est aussi un acte d'amour-propre. Il enseigne aux autres comment ils doivent s'approcher de toi, et en même temps, il t'enseigne que ta voix n'a pas besoin de s'élever pour être entendue. 4. Apprends à fermer la porte. Un feu peut grandir tant qu'il a de l'oxygène, mais dès que tu fermes l'entrée d'air, il s'éteint, peu importe son intensité apparente. Il en va de même pour de nombreuses disputes.
Elles se nourrissent de l'espace que tu leur donnes, de l'énergie que tu investis et de l'attention que tu leur accordes. Savoir fermer la porte à temps est l'art de leur enlever cet oxygène et de se rappeler que tout conflit ne mérite pas une réponse, car tout conflit ne vaut pas ta paix. La plupart des gens pensent que se retirer d'une dispute est un signe de faiblesse. Ils pensent que céder le dernier mot signifie perdre. Mais c'est le contraire. La personne forte n'a pas besoin de se prouver à chaque combat. La personne forte sait que sa dignité ne dépend pas de convaincre celui qui ne veut pas écouter. Fermer la porte n'est pas fuir, c'est choisir de ne pas investir ton énergie dans ce qui ne construit pas. Marc Aurèle conseillait de filtrer ce qui mérite vraiment ton attention. Pourquoi te fatiguer à clarifier ce que l'autre a déjà décidé de ne pas comprendre? Pourquoi continuer à répondre quand les mots ont cessé d'être un dialogue et sont devenus des armes? Dans ces moments, la réponse la plus sage est de terminer la conversation fermement. Ce sujet n'a plus de sens. Je ne vais pas continuer si nous parlons sur ce ton. Ici, je ferme la conversation. Ces phrases ne cherchent pas à humilier, elles cherchent à protéger ta sérénité. Fermer la porte est un acte de pouvoir, car il marque une limite définitive. L'autre peut crier, insister ou faire pression, mais tu as déjà décidé de ne plus ouvrir. Cette décision change tout. Le feu perd son oxygène, la dispute s'éteint et le contrôle revient à toi. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence. Celui qui sait se retirer à temps montre qu'il n'est pas lié à la nécessité de toujours gagner, mais à la nécessité de préserver ce qui vaut le plus, son calme et son caractère. Épictète rappelait que la liberté consiste à contrôler ce qui dépend de toi, et fermer la porte dépend seulement de toi. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre dit ou fait, mais tu peux décider quand la conversation est terminée pour toi. Ce n'est pas perdre, c'est te libérer du jeu dans lequel ils essayaient de t'attraper. Dans la vie quotidienne, ce principe devient crucial. Des disputes familiales qui se répètent encore et encore, des débats professionnels qui tournent en rond, des personnes qui cherchent à te provoquer sans intention de résoudre quoi que ce soit. Si tu entres à chaque fois, tu perds de l'énergie. Si tu apprends à fermer la porte, tu conserves ton pouvoir. C'est comme prendre soin d'une ressource limitée. Ton temps et ta paix sont trop précieux pour être offerts à celui qui veut simplement t'entraîner dans son chaos. Sénèque disait que l'homme sage ne se fâche jamais avec les événements, car il sait qu'il ne dépend pas de lui de les changer. De la même manière, l'homme sage ne prolonge pas une dispute qui n'a pas d'issue. Il comprend qu'insister sur elle est comme essayer de remplir un verre cassé. Peu importe l'eau que tu verses, il ne se remplit jamais. Fermer la porte, c'est accepter cette réalité et agir en conséquence. Cet acte génère aussi du respect. Quelqu'un qui ne sait pas se retirer montre une dépendance à la validation, mais quelqu'un qui dit « jusqu'ici » transmet indépendance et force. Le message est clair, je n'ai pas besoin de gagner cette dispute pour savoir qui je suis. Je n'ai pas besoin de t'imposer ma vérité pour maintenir ma valeur. Cette posture désarme et oblige les autres à reconnaître ton caractère, même s'ils ne l'admettent pas immédiatement. Apprendre à fermer la porte ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie être maître de soi. Cela signifie savoir quand un échange a cessé d'être utile et quand il est temps de protéger ton espace. 5. Sois ferme dans ton indépendance. Un arbre solitaire au milieu d'un champ ouvert semble fragile face au vent, mais c'est précisément cette solitude qui le force à enraciner plus profondément que tout autre. Il résiste aux tempêtes qui déracinent des forêts entières parce qu'il a appris à se tenir sans dépendre de ce qui l'entoure. Dans les discussions et dans la vie, il en va de même. Celui qui dépend de l'approbation des autres s'effondre au premier souffle, mais celui qui construit son indépendance devient une présence impossible à briser. Lorsque tu entres dans une confrontation avec le besoin de plaire, de convaincre ou de chercher la reconnaissance, tu as déjà cédé ton pouvoir. Tu deviens vulnérable parce que l'autre sent qu'il a entre ses mains la clé de ta paix. L'indépendance est le contraire. C'est répondre avec la certitude que ta valeur ne réside pas dans le fait qu'on te donne raison, mais dans le fait que tu sais qui tu es.
Marco Aurelio le répétait, la tranquillité parfaite consiste à ordonner chaque action comme si c'était la dernière. Ne parle pas et n'agis pas pour plaire, agis selon ta vérité, selon ce que tu considères juste et ferme. Dans une discussion, cela se traduit par des réponses qui marquent clairement ta position sans demander la permission. C'est ton opinion, je maintiens la mienne. Je comprends ce que tu dis, mais je ne vais pas changer ce que je crois correct. Tu peux penser différemment, mais je ne vais pas bouger mes limites. Ces phrases ne sont pas de l'arrogance, elles sont de l'indépendance mise en mots. La dépendance émotionnelle ou intellectuelle dans un débat est une chaîne invisible. Elle te pousse à réagir pour ne pas décevoir, pour ne pas mal paraître, pour ne pas perdre l'acceptation. Mais le véritable respect naît lorsque tu montres que tu peux rester debout, même si personne n'applaudit. Cette fermeté inspire plus que 1000 tentatives de plaire. Dans la pratique, cette attitude est immédiatement perceptible. Si quelqu'un essaie de te manipuler avec des phrases comme « si tu n'acceptes pas cela, c'est parce que tu ne comprends rien » ou « si tu me respectais vraiment, tu serais d'accord avec moi », ta réponse ferme et indépendante change le cours des choses. Tu n'as pas besoin de crier, il suffit de dire « je peux te respecter sans être d'accord » ou « ton opinion ne change pas ma décision ». En restant sur ce point, l'autre comprend que le chantage émotionnel et la pression sociale ne fonctionnent pas avec toi. Sénèque avertissait que la plus grande richesse est de nécessiter peu. Cela s'applique aussi aux discussions. Moins tu as besoin de l'approbation des autres, plus ton caractère sera solide. L'indépendance te permet de ne pas être pris dans le va-et-vient des émotions des autres. Tu peux écouter, dialoguer, considérer, mais tu ne te brises pas parce que tu ne dépends pas du résultat pour te sentir complet. Être ferme dans ton indépendance ne signifie pas être fermé ou incapable de changer d'opinion. Cela signifie que lorsque tu acceptes un changement, tu le fais à partir de ton choix conscient, pas à partir de la pression. Cela signifie que lorsque tu écoutes, tu le fais à partir de l'ouverture, pas à partir du besoin d'acceptation. Cette différence change tout, car elle montre que ton centre est en toi, et non dans les voies externes. L'indépendance est inconfortable pour beaucoup parce qu'elle les confronte à leur propre vide. Quelqu'un qui se tient sans soutien externe est perçu comme difficile à manipuler, et c'est précisément l'essence de cette leçon. Ne sois pas manipulable, ne sois pas une feuille emportée par n'importe quel vent. Sois cet arbre qui, bien qu'il semble seul, a des racines si profondes que personne ne peut le bouger. Pratiquer cette attitude dans chaque discussion te rappelle que tu n'es pas ici pour gagner l'approbation de tous, mais pour vivre avec cohérence. 6. Rappelle-toi que la véritable autorité naît de l'autocontrôle. Le feu le plus intense n'est pas toujours celui qui ravage tout sur son passage. Parfois, la véritable force réside dans la braise contenue, dans la flamme qui reste ferme, sans déborder, éclairant sans avoir besoin de détruire. C'est ainsi que fonctionne l'autocontrôle, la capacité de contenir l'impulsion de réagir avec colère et de démontrer que la véritable autorité n'a pas besoin de bruit ni de violence, car elle émane de la maîtrise intérieure. Dans une discussion, beaucoup pensent que le respect se gagne en criant plus fort, en imposant des mots avec agressivité ou en intimidant avec des gestes. C'est une illusion. Ce qu'ils montrent réellement, c'est leur vulnérabilité, car en perdant leur calme, ils cèdent le contrôle de la situation. L'autorité véritable ne s'impose pas, elle inspire. Et celui qui sait rester maître de lui-même, même si l'autre tente de le provoquer, transmet une force impossible à briser. Marc Aurèle a écrit que celui qui se domine lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des empires. Cette idée résume l'essence de cette leçon. Tu n'as pas besoin de vaincre l'autre dans la discussion. Tu as besoin de te vaincre toi-même au milieu du conflit. Chaque fois que tu choisis de contenir ton cri, chaque fois que tu réponds avec des mots fermes et clairs au lieu d'insultes, tu démontres que ton pouvoir ne dépend pas de l'extérieur, mais de ton caractère. L'autocontrôle agit comme un bouclier invisible.
L'adversaire peut lancer des attaques verbales, il peut essayer de te déstabiliser, mais tes émotions restent fermes, sans ouvrir de fissures. Cet équilibre déconcerte parce qu'il rompt l'attente. Le provocateur attend du feu et reçoit de la sérénité. À ce moment-là, le contrôle change de main. Tu contrôles le rythme, tu décides du ton, tu définis comment se termine la scène. Épictète rappelait que tu ne peux pas contrôler ce que disent ou font les autres, mais tu peux contrôler comment tu choisis de réagir. C'est là la racine de l'autorité. Il n'est pas nécessaire de hausser la voix, il suffit d'une phrase ferme et calme. Nous pouvons parler mais sans crier, je t'écoute mais pas avec ce ton. Si tu veux continuer, que ce soit avec respect. Dites calmement. Ces mots deviennent un coup silencieux qui montre clairement qui dirige la conversation. Sénèque appelait la colère une folie passagère. Celui qui se laisse emporter par elle perd la raison, perd sa dignité et devient prisonnier d'un élan. Pratiquer l'autocontrôle, c'est refuser de tomber dans cette prison. C'est choisir de garder la clarté même lorsque la situation semble déborder. Et cette clarté pèse plus que n'importe quelle menace, car elle montre que ta force ne dépend pas du moment, mais de ton intérieur. L'autocontrôle a aussi un effet contagieux. Dans un groupe, il suffit qu'une personne conserve sa sérénité pour que la tension commence à diminuer. Cette présence sereine agit comme une ancre, obligeant les autres à baisser le ton. Le calme ferme a un poids qui désarme plus que 100 arguments. La véritable autorité ne cherche pas à s'imposer. Elle se reflète dans la façon dont les autres ajustent leur comportement en te voyant imperturbable. Dans la vie quotidienne, ce principe peut tout changer. Au travail, face à une accusation injuste, ce n'est pas la fureur qui génère le respect, mais la réponse sereine qui expose les faits sans se troubler. À la maison, lorsqu'une discussion s'intensifie, ce n'est pas la voix la plus forte qui résout, mais celle qui sait rester ferme et poser des limites avec calme. Dans la rue, lorsqu'une personne essaie de te provoquer, ce n'est pas la réaction impulsive qui te protège, mais la capacité d'ignorer la provocation et de continuer ton chemin avec ta dignité intacte. Se rappeler que la véritable autorité naît de l'autocontrôle, c'est comprendre que la force la plus puissante n'est pas celle qui ravage. 7. Protège ton énergie comme ta plus grande richesse. L'or peut se perdre, les propriétés peuvent changer de propriétaire et les titres s'effacent avec le temps. Mais l'énergie intérieure est un trésor qui, une fois gaspillé, ne se récupère pas facilement. Pense à une lampe à huile. Si tu allumes la flamme pour chaque personne qui passe, tu te retrouveras bientôt sans lumière quand tu en auras le plus besoin. C'est ainsi que fonctionne la vie, et surtout les disputes. Chaque mot lancé sans contrôle, chaque réaction excessive et chaque tentative de t'imposer avec fureur est un gaspillage inutile de ta richesse la plus précieuse, ton énergie. Beaucoup entrent en conflit comme s'ils avaient des réserves infinies. Ils crient, insultent, discutent pendant des heures et finissent épuisés, l'esprit épuisé et l'âme brisée. Ils ne se rendent pas compte qu'ils offrent aux autres ce qu'ils devraient protéger avec plus de zèle. L'énergie ne se voit pas mais se ressent, et celui qui la gaspille dans des querelles stériles se retrouve sans force pour ce qui compte vraiment. Protéger ton énergie signifie choisir avec soin où tu l'investis. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, tu as deux choix, lui donner ta paix ou la conserver. La plupart tombent dans le piège et se vident en essayant d'avoir raison. Mais la véritable force réside dans le silence lorsque la discussion ne mérite pas de réponse, dans le calme lorsque les émotions veulent crier et dans le retrait lorsque l'autre partie ne cherche pas à comprendre, mais seulement à décharger son venin. Ce self-control ne te protège pas seulement, il envoie aussi un message puissant. Mon énergie n'est pas à ta disposition, je décide comment l'utiliser. Marc Aurèle conseillait de ne pas gaspiller son âme dans des affaires triviales, car chaque détour enlève de la force à l'essentiel. Il en va de même pour les disputes. À quoi sert-il de gagner un argument si, à la fin, tu perds ton équilibre? À quoi sert-il de prouver que tu as raison si tu finis épuisé d'énergie? Le sage n'est pas celui qui démontre sa puissance à chaque bataille.
Le sage est celui qui conserve sa vitalité pour ce qui construit réellement sa vie. Épictète rappelait que tout ne mérite pas une réponse. Le sage choisit quelle voix écouter et quels bruits ignorer. Quand quelqu'un cherche à t'entraîner dans une dispute absurde et que tu choisis de ne pas céder, tu montres que tu valorises ta richesse intérieure plus que la satisfaction immédiate de répondre. C'est du respect pour toi-même, parce que tu comprends que ta paix vaut plus que le dernier mot. Sénèque disait que ce qui use l'homme, ce ne sont pas les faits, mais sa façon de les interpréter. Une provocation ne peut te voler ton énergie que si tu décides de réagir comme on s'y attend. Si tu choisis de la regarder avec distance et de répondre avec sérénité, tu conserves ta force intacte. Et cette énergie préservée devient ton avantage, car elle te permet de continuer à avancer dans ce qui compte pendant que les autres se consument dans la flamme de leur propre colère. Protéger ton énergie ne signifie pas toujours éviter les disputes, cela signifie les gérer intelligemment. Il y a des moments où il est nécessaire de répondre, mais le faire avec calme évite le gaspillage inutile. Il y a des situations où se retirer est la meilleure victoire, car ce que tu ne nourris pas s'éteint. Et il y a des occasions où une seule phrase ferme et claire suffit pour clore le conflit sans dépenser plus que nécessaire. Dans la vie quotidienne, ce principe change ta façon de te comporter. Avec ta famille, tu apprends à ne pas répondre à chaque provocation, parce que tu comprends que ta paix vaut plus que d'avoir raison. Au travail, tu choisis de ne pas t'engager dans des disputes qui ne mènent à rien et tu utilises ton énergie pour montrer des résultats. Dans ton cercle social, tu comprends que tout le monde ne mérite pas la même quantité de ton attention et cela te donne de la liberté. 8. Inspire le respect avec clarté et sérénité. Un phare ne rivalise pas avec la tempête. Il n'essaie pas de crier plus fort que le vent, ni de lutter contre le rugissement des vagues. Il reste simplement allumé, solide, éclairant avec une clarté sereine qui guide tout le monde sans besoin de bruit. C'est l'essence de cette leçon. Le véritable respect ne se gagne pas par la force, ni ne se réclame par des cris. Il s'inspire par le calme et la clarté avec lesquels tu te tiens debout au milieu du conflit. Dans toute discussion, la tentation est de répondre avec la même intensité que l'attaque. Mais lorsque tu choisis cette voie, tu finis par devenir un de plus parmi ceux qui se perdent dans le chaos. Le respect ne s'obtient pas en te rabaissant. Il s'obtient en montrant que peu importe combien le bruit est fort, ta voix reste ferme, claire et sereine. Cette combinaison crée un impact impossible à ignorer. Pense à la différence entre quelqu'un qui crie et quelqu'un qui, avec des mots simples et un ton calme, établit une limite. Le premier cherche à s'imposer, le second inspire le respect. Une phrase courte, prononcée avec sérénité, peut avoir plus de poids qu'une longue chaîne de cris. Des exemples comme « Je comprends ce que tu dis, mais je n'accepterai pas cette façon de parler » ou « Nous pouvons discuter, mais avec respect, ferme les portes au chaos et ouvre des chemins vers la clarté. » Marc Aurèle insistait sur le fait qu'une âme tranquille est plus forte que toute agression extérieure. Épictète rappelait que la dignité d'un homme ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de la façon dont il choisit de répondre. Et Sénèque affirmait que le calme est le signe du sage, car rien ne démontre plus de pouvoir que de ne pas perdre son sang-froid lorsque les autres le font. Ces enseignements deviennent des outils pratiques lorsque tu comprends que ta sérénité n'est pas passivité. C'est la forme la plus élevée d'autorité. La sérénité au milieu du conflit agit comme un miroir qui oblige l'autre à faire face à son propre débordement. Plus tu parles clairement et calmement, plus la différence entre ta fermeté et son débordement devient évidente. Ce contraste ne te donne pas seulement l'avantage, il fait aussi que les autres perçoivent ta force morale. En silence, ils commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas jouer avec toi, parce que ton calme est un mur qui ne se brise pas. Être clair et serein ne signifie pas être faible ni naïf. Cela signifie que chaque mot que tu prononces a une direction, il n'est pas gaspillé. Cela signifie que tu établis des limites avec élégance, sans insulte, mais sans laisser de doute.
Cela signifie que ta position est si ferme qu'elle n'a pas besoin de violence pour se maintenir. Cela génère un respect qui ne peut être obtenu par l'intimidation, car il ne naît pas de la peur. Il naît de l'admiration pour ton caractère. Dans la vie quotidienne, ce principe se traduit par de petites actions qui font la différence. À la maison, lorsqu'une discussion s'enflamme, ta clarté en disant « je ne vais pas entrer dans ce jeu » peut éteindre la tension. Au travail, ta sérénité face à une accusation injuste montre à tous que l'autorité réelle ne se mesure pas en volume, mais en maîtrise de soi. Dans la rue, ta capacité à ne pas te laisser entraîner par des provocations fait de toi quelqu'un d'impossible à manipuler. Le respect, qui s'inspire par la clarté et la sérénité, reste au-delà de la discussion. Les gens peuvent oublier ce que tu as dit, mais ils n'oublieront pas comment tu l'as dit. Ils se souviendront de ton calme au milieu du chaos, de ta fermeté quand il était plus facile de perdre le contrôle. Et cette image restera comme une marque que personne ne peut effacer. Au final, l'objectif n'est pas de gagner chaque discussion, mais de montrer que ton caractère est au-dessus de toute confrontation. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez. Regarde autour de toi. Le monde n'a pas de patience pour les faibles. Si tu n'es pas capable de l'affronter avec force, il t'écrasera sans hésiter. Chaque jour que tu passes sans t'améliorer, sans te durcir, sans forger ton caractère, est un jour de plus où tu restes victime de tes propres excuses. Et le pire de tout, c'est que personne ne viendra te sauver. Peut-être que tu l'as ressenti avant. Cette voix dans ta tête qui te dit de te reposer un peu plus, d'essayer demain, que ce n'est pas grave si tu ne donnes pas 100%. Cette voix est ton ennemi. C'est la version faible de toi-même, celle qui te maintient attaché à la médiocrité, à la procrastination, à une vie sans but. Et si tu ne la détruis pas, elle finira par te détruire. Les stoïciens le comprenaient bien. Ils savaient que la véritable force ne vient pas des circonstances, mais du contrôle absolu de soi-même. La vie n'est pas juste, le monde ne te doit rien. Et chaque jour que tu passes à te plaindre au lieu d'agir, tu t'enfonces davantage dans la misère. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux changer. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas rapide. Mais si tu as la volonté de faire face à la vérité, d'arrêter de jouer la victime, alors ce message est pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner 10 principes qui, si tu les appliques, feront voler en éclats cette version faible de toi-même. Ce ne sont pas des conseils doux, ils ne sont pas conçus pour te faire sentir bien, ils sont conçus pour te réveiller, pour te montrer la brutalité de ta situation et te pousser à agir. Si tu cherches des excuses pour rester le même, éloigne-toi d'ici. Ce message n'est pas pour ceux qui cherchent le confort, il est pour ceux qui sont prêts à changer, pour ceux qui en ont marre d'être toujours les mêmes, pour ceux qui savent que leur potentiel est bien plus grand que la vie médiocre qu'ils ont vécue jusqu'à présent. ONU, si ta version faible parle, étouffe-la avec de l'action jusqu'à ce qu'elle s'étouffe. Cette voix dans ta tête qui murmure « fais-le demain », tu es fatigué, tu le mérites, est un parasite. Et comme tout parasite, il n'y a que 2 options. Tu l'extermines ou il te consume. Les faibles lui obéissent. Ils pensent qu'ils décident par eux-mêmes, mais en réalité, ils ne font que suivre les ordres de leur propre faiblesse. Ils la nourrissent d'excuses, de procrastination et de justifications bon marché. Ils se convainquent que demain sera un meilleur jour pour commencer, mais demain n'arrive jamais. Ils la laissent grandir jusqu'à devenir des esclaves de leur propre médiocrité. Ils deviennent des spectateurs de leur propre défaite, pris dans une spirale d'inaction qui les enferme dans la même cage qu'ils ont eux-mêmes construite. Le problème n'est pas le monde, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas le manque d'opportunités. Le problème, c'est cette voix interne qui est devenue ton maître. Mais cette voix n'est pas indestructible, elle est faible, elle est fragile. Et elle a un point faible, l'action impitoyable. Il n'y a pas d'autre moyen de la tuer. Tu ne peux pas raisonner avec elle, tu ne peux pas lui discuter, tu ne peux pas lui promettre que tu changeras. Elle ne comprend pas les mots. Elle ne comprend que les coups. Et chaque action que tu prends est un coup direct à son crâne.
Il n'y a pas de place pour la pensée, la négociation ou le doute. L'exécution implacable est la seule réponse. Chaque fois que tu agis sans lui donner une seconde d'oxygène, tu la rends plus petite. Chaque fois que tu brises la barrière de la paresse avec une pure volonté, tu l'affaiblis. Chaque fois que tu avances, alors que ton esprit te dit de t'arrêter, tu lui plantes un couteau dans le cœur. Quand tu sens que cette voix commence à se réveiller, bouge, fais un pas, exécute, fais ce que tu as à faire sans y penser. Tu n'as pas besoin de te sentir motivé, tu n'as pas besoin d'être inspiré, tu as juste besoin d'agir. Et plus tu le fais, plus elle s'étouffera rapidement. Si tu laisses la voix gagner aujourd'hui, elle sera plus forte demain. Si tu la détruis aujourd'hui, elle sera plus faible la prochaine fois. Il n'y a pas de juste milieu. Ou tu la domines, ou elle te domine. L'esprit faible inventera 1000 raisons pour repousser l'inévitable. N'écoute pas. Agis, exécute, domine. 2. Ne fais pas d'affaires avec la médiocrité. Brise tout et reconstruis avec du fer. La médiocrité n'apparaît pas d'un coup. Elle ne se présente pas avec une grande explosion, ni avec un signal d'avertissement. Elle s'insinue lentement, déguisée en repos, justification et confort. Un jour, elle te permet une excuse, le lendemain une concession de plus, et sans t'en rendre compte, tu as construit une vie en ruine de tes propres mains. Il n'y a pas d'erreur plus grande que de penser que l'on peut jouer avec la médiocrité et s'en sortir indemne. Ce n'est pas une option intermédiaire, ce n'est pas un simple dérapage, c'est un poison. Un virus qui s'infiltre dans ton esprit, dans tes habitudes et dans ton environnement jusqu'à ce que tout ce que tu es devienne une ombre de ce que tu aurais pu être. La plupart des gens font des affaires avec leurs propres faiblesses. Ils se disent à eux-mêmes qu'il est acceptable de ne pas donner le maximum tous les jours, qu'ils peuvent se contenter d'être assez bons. Mais assez est le premier pas vers l'échec. La médiocrité est un piège sans issue. Quand tu cèdes une fois, tu céderas toujours. Tu ne peux pas te permettre ce luxe. Tu ne peux pas négocier avec ce qui te détruit. Tu dois tout briser. Brise tout. Détruis chaque partie de ta vie qui te rend faible. Les habitudes qui ne te servent pas, les routines qui t'endorment, les pensées qui t'enchaînent, les personnes qui te tirent vers le bas. Si quelque chose ne te renforce pas, si quelque chose ne te pousse pas vers l'avant, coupe-le à la racine. Ne laisse pas de traces. Ne laisse pas de portes ouvertes. Brûle-le jusqu'aux fondations et éloigne-toi des cendres. Le problème, c'est que la plupart ont peur de lâcher le vieux, même quand ils savent que c'est de la camelote. Ils préfèrent porter leur passé comme une pierre au cou, plutôt que d'assumer la douleur de la transformation. Ne sois pas l'un d'eux. Si une habitude ne te renforce pas, élimine-la. Si une routine ne te fait pas avancer, broie-la. Si une croyance t'affaiblit, arrache-la à la racine. La reconstruction est brutale. C'est là que beaucoup échouent. Ils croient qu'il suffit d'éliminer le mauvais, mais ce n'est pas le cas. Si tu détruis sans construire quelque chose de mieux à sa place, tu ne resteras que dans le vide. Tu ne peux pas vivre dans les ruines. Quand tu élimines la médiocrité, remplace-la par des habitudes d'acier, par une discipline implacable, par une mentalité qui ne négocie pas sa grandeur. Ce ne sera pas facile. Il te coûtera de perdre des parties de toi que tu portes toute ta vie. Mais si tu veux être fort, tu dois payer le prix. On ne peut pas construire une forteresse sur des fondations pourries. Coupe les liens avec la médiocrité une fois pour toutes. 3. Si tu ne te réinventes pas, tu seras la statue poussiéreuse de ce qui aurait pu être. La plupart des gens vivent piégés dans une version obsolète d'eux-mêmes. Ils s'accrochent à leur identité passée comme si c'était un bouclier, alors qu'en réalité, c'est une pierre tombale. Ils se racontent la même histoire encore et encore, répétant des chapitres qui devraient déjà être enterrés. Mais le temps n'attend pas, et ce qui n'évolue pas pourrit. Beaucoup pensent que se réinventer est optionnel, sans amour. Si tu ne changes pas, tu stagnes, et si tu stagnes, tu deviens insignifiant. Comme une statue abandonnée dans un coin oublié, couverte de poussière, érodée par les années, sans autre but que de rappeler ce qui a été un jour. Le problème, c'est que le changement exige une mort symbolique. Se réinventer signifie assassiner ton ancien moi. Pas partiellement, pas à moitié, avec brutalité, sans concession.
Et c'est ce qui effraie la plupart des gens. Ils résistent parce que leur identité, aussi misérable soit-elle, leur est familière. Ils préfèrent s'accrocher à ce qu'ils connaissent plutôt que de plonger dans l'incertitude de la croissance. Mais le connu est une cage déguisée en refuge. Si tu es toujours la même personne que tu étais il y a 1 an, tu as perdu 1 année de ta vie. Il n'y a pas de plus grande tragédie que de regarder en arrière et de réaliser que tu es toujours au même endroit. Les gens se trompent en disant que le temps les changera, comme si le simple passage des jours suffisait. Le temps ne change que ceux qui ont le courage de se changer eux-mêmes. La clé de la réinvention n'est pas d'attendre un signe, ni de se sentir prêt, c'est de bouger avant que la vie ne t'oblige à le faire. Laisser derrière ce qui ne te sert plus, détruire les croyances qui te limitent, lâcher l'identité qui te maintient enchaîné, rompre avec l'idée de qui tu crois être et créer, à partir de zéro, la version que tu as besoin d'être. L'inconfort est le prix de la croissance. Si tu ne ressens pas de douleur dans le processus, tu ne changes pas vraiment. S'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas de destruction, s'il n'y a pas de résistance, tu tournes simplement en rond. La métamorphose n'est pas un processus propre ni facile. C'est brutal, inconfortable et solitaire. Mais c'est le seul chemin. Tu ne deviendras pas un monument à ta propre indécision. Ne sois pas l'histoire que les gens racontent avec un « aurait pu être ». La vie n'attend pas. Ou tu te réinventes, ou tu deviens insignifiant. 4. Chaque excuse est un clou dans l'attaque de ton potentiel, enlevant un avant qu'il ne soit trop tard. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour justifier ton inaction, tu creuses ta propre tombe. Chaque excuse que tu dis est un clou qui scelle l'attaque dans laquelle tu enterres ton potentiel. Et le pire de tout, c'est que tu tiens toi-même le marteau. L'esprit faible est expert en fabrication d'excuses. C'est un architecte de labyrinthes mentaux conçu pour justifier la médiocrité. Je n'ai pas le temps. Coup de marteau. Je ne sais pas par où commencer. Un autre coup. Ce n'est pas le bon moment. Clou après clou, scellant le couvercle. Les excuses sont traîtres parce qu'elles semblent réelles. Elles paraissent raisonnables. Elles se vêtissent de logique et te murmurent à l'oreille qu'elles ont du sens. Mais elles ne sont que des murs invisibles que tu construis pour te maintenir dans une vie sans évolution. Chaque fois que tu acceptes une excuse, chaque fois que tu te convaincs qu'il y a une raison valable de ne pas bouger, tu choisis ton propre immobilisme. Les personnes qui réussissent dans la vie ne sont pas les plus intelligentes, ni les plus fortes, ni les plus privilégiées. Ce sont celles qui n'acceptent pas leurs propres excuses. Ce sont celles qui, face à n'importe quel obstacle, trouvent un moyen de le traverser au lieu de l'utiliser comme justification pour abandonner. Le problème avec les excuses, c'est qu'elles t'asservissent sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, elles te permettent de ne pas t'entraîner parce que c'était une journée lourde. Demain, elles te font arrêter de progresser dans ton projet parce que tu n'as pas assez d'informations. Et quand tu te rends compte, des années ont passé et tu es toujours au même endroit, avec une montagne de raisons qui expliquent ton échec, mais sans une seule action qui ait construit ton succès. Si tu n'arraches pas ces excuses à la racine, elles te consumeront. La seule façon de les détruire est de les affronter immédiatement. La prochaine fois que ton esprit essaiera de te tromper avec une justification, réponds par l'action. Lorsque la pensée « je n'ai pas le temps » apparaît, prouve-lui que tu en as en réorganisant ta journée. Lorsque tu sens que tu n'es pas prêt, commence de toute façon. Lorsque tu crois que tu ne peux pas, fais-le quand même. Les excuses ne sont pas réelles. Ce sont des pièges mentaux que tu crées toi-même. Et chaque jour que tu les acceptes, tu renonces un peu plus à ton propre pouvoir. La différence entre ceux qui réussissent quelque chose et ceux qui restent sur le chemin est simple. Certains agissent, d'autres expliquent pourquoi ils ne l'ont pas fait. Le marteau est toujours dans ta main. Tu as 2 options, continuer à sceller l'attaque de ton potentiel ou arracher les clous et sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Et 5. Arrête de jouer comme un pion dans ta propre vie. Tu es le roi, bouge-toi comme tel. La plupart des gens avancent dans la vie comme s'ils étaient des pièces d'échecs déplacées par d'autres mains. Ils répondent aux ordres, suivent des chemins prédéfinis, se contentent du rôle qui leur a été assigné, sans oser le remettre en question.
Ils vivent comme des pions, pris au piège dans une routine qu'ils n'ont jamais choisie. Mais il y a une vérité que peu de gens acceptent. Personne ne viendra changer ta vie pour toi. Si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Si tu ne décides pas de ton propre destin, tu finiras par réaliser les objectifs de quelqu'un d'autre. Si tu ne bouges pas les pièces, on te bougera. Le monde est plein de gens qui ont renoncé à leur pouvoir. Ils attendent des instructions, cherchent la validation, demandent la permission de faire ce qu'ils désirent au fond d'eux. Ils sont esclaves de l'opinion des autres, prisonniers de la routine, complices de leur propre médiocrité. Ils vivent en réagissant au lieu d'agir, en cédant du terrain au lieu de le conquérir. Être un pion est facile. Cela ne requiert pas d'effort. Cela n'implique pas de responsabilité. Il suffit de suivre le courant, d'accepter ce qu'on te donne, de jouer selon les règles imposées par les autres. Mais le confort d'être un pion a un prix. Une vie sans but, sans contrôle, sans signification. Arrête de te déplacer comme une pièce sans valeur. Tu es le roi. Et un roi n'attend pas les ordres, ne cherche pas l'approbation, ne suit pas les chemins tracés par les autres. Un roi décide, avance, domine. Il prend des risques, impose sa volonté, transforme son environnement au lieu de s'y adapter. Si jusqu'à présent tu as vécu comme un pion, c'est parce que tu l'as permis. Chaque fois que tu as douté de toi-même, chaque fois que tu as reporté une décision importante, chaque fois que tu as attendu le moment parfait au lieu de le créer, tu as choisi d'être une pièce supplémentaire sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Mais tu peux rompre avec cela. Tu peux te lever et commencer à jouer selon tes propres règles. Arrête de demander la permission pour t'améliorer, pour grandir, pour changer de cap. La vie n'attend pas que tu te décides. Chaque jour que tu passes sans agir, quelqu'un d'autre prend des décisions pour toi. Les pions se déplacent dans une seule direction, limitée, restreinte, sans véritables options. Les rois se déplacent dans n'importe quelle direction qu'ils choisissent. Ils ne sont pas liés à un seul chemin, ils ne dépendent de personne pour avancer. Ils sont les maîtres absolus de leur destin. Aujourd'hui, tu as deux options. Continuer comme un pion, attendre des ordres, vivre en fonction des autres, ou te lever et commencer à te déplacer comme un roi, l'échiquier est devant toi. Décide de ton prochain mouvement. 6. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, quelqu'un d'autre le programmera pour toi. Ton esprit est un champ de bataille. Soit tu le conquiers, soit il devient un territoire ennemi. Il n'y a pas de juste milieu. Si tu ne prends pas le contrôle absolu de ce que tu penses, tu ne seras qu'une marionnette, dansant au rythme de celui qui tire les ficelles. Le monde est conçu pour t'envahir. On te bombarde de distractions déguisées en divertissement, d'opinions étrangères déguisées en vérité, de bruits qui s'infiltrent au plus profond de ta conscience jusqu'à ce que tu deviennes un écho de tout ce que tu consommes. Si tu n'es pas le maître de ton esprit, tu te transformes en un produit. Les esprits faibles ne pensent pas, ils répètent, ils ne questionnent pas, ils absorbent, ils ne décident pas, ils obéissent. Ils suivent des tendances sans les comprendre, adoptent des croyances sans les défier, abandonnent leur capacité de raisonner au confort, de laisser les autres penser pour eux. Ils sont des esclaves sans chaîne, des prisonniers qui ne savent même pas qu'ils sont enfermés. Mais il y a une sortie. Et cette sortie est de prendre le contrôle de ton propre système d'exploitation. Filtre ce qui entre. Toute pensée ne mérite pas une place à ta table. Tout stimulus n'est pas inoffensif. Les déchets que tu consommes deviennent les briques avec lesquelles tu construis ta perception du monde. Si tu te nourris de bruit, ton esprit deviendra chaotique. Si tu te nourris de peur, tu vivras comme un lâche. Si tu te nourris de bêtises, tu deviendras un mouton de plus dans le troupeau. Pense par toi-même. N'accepte pas une idée simplement parce qu'elle vient avec un titre ronflant ou parce que beaucoup la répètent. Déchire-la, démonte-la, examine-la sous tous les angles et décide seulement alors si elle vaut la peine ou si elle n'est qu'un autre maillon dans la chaîne de la médiocrité. Entraîne ton esprit comme si c'était un muscle. Ne laisse pas la rouille s'installer avec le confort, la consommation passive, le conformisme intellectuel.
Défie-toi de comprendre ce que peu comprennent, de voir ce que d'autres ne voient pas, de penser à un niveau que la plupart ne savent même pas qu'il existe. Les masses se contentent d'être des spectateurs de leur propre programmation. Ils se nourrissent du contenu conçu pour les rendre dociles, dépendants, obéissants. Mais tu n'es pas né pour être un de plus. Si tu ne décides pas qui tu es, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Si tu ne définis pas ce que tu crois, on t'implantera ce qui leur convient. Si tu ne maîtrises pas ton propre logiciel, tu ne seras qu'une autre copie bon marché dans un système qui se nourrit d'esprits faibles. 7. Arrête de construire des ruines avec tes habitudes. Fais de ta mentalité un temple imprenable. Ta vie n'est rien de plus que le reflet de ce que tu fais quotidiennement. Chaque décision, chaque action, chaque habitude est une brique dans la structure de ton avenir. Mais voici le problème. Beaucoup construisent des ruines sans même s'en rendre compte. Chaque fois que tu choisis le confort plutôt que l'effort, tu places une brique fragile dans tes fondations. Chaque excuse, chaque habitude destructrice, chaque heure gaspillée est un autre bloc pourri qui, tôt ou tard, fera s'effondrer tout l'édifice. Si tu ne fais pas attention à ce que tu construis, un jour tu te réveilleras entouré de décombres, te demandant à quel moment tout s'est effondré. Le problème est que les habitudes sont sournoises. Tu ne remarques pas leur impact immédiatement. La médiocrité ne tombe pas du ciel. Elle s'installe lentement, une mauvaise habitude à la fois. Tu te convaincs que sauter un entraînement n'a pas d'importance, que repousser ce projet n'est que pour aujourd'hui, que quelques minutes sur les réseaux sociaux ne font pas la différence. Mais elles le font. Chaque choix façonne ton caractère, chaque répétition renforce ton identité. Et si tu ne prends pas le contrôle de ce processus, ton esprit deviendra une décharge au lieu d'une forteresse. Les faibles construisent avec du sable et de la boue. Leurs habitudes sont fragiles, leur discipline inexistante, leur mentalité fragile. Ils s'effondrent face à la moindre résistance parce qu'ils n'ont jamais pris au sérieux la tâche de devenir inébranlables. Mais tu ne peux pas te permettre ce luxe. Chaque action que tu prends est une opportunité pour renforcer ta structure. Chaque habitude est un ciseau sculptant ton caractère. Tu ne peux pas construire de grandeur avec des fondations en papier. Si tu veux être solide, si tu veux être résistant, tu dois choisir avec une précision chirurgicale les habitudes que tu permets dans ta vie. Fais de ta mentalité un temple imprenable. Construis avec de l'acier, avec une discipline implacable, avec des répétitions inlassables. Fais en sorte que chaque jour compte, que chaque décision soit une marche vers ta meilleure version. Ne cherche pas de raccourcis, n'accepte pas la facilité, ne permets pas de fissures dans ta structure. La grandeur ne s'improvise pas, elle se construit avec chaque action, chaque pensée, chaque sacrifice. Le monde est plein de personnes qui ont laissé leurs esprits devenir des ruines, qui ont construit avec négligence et vivent maintenant piégés dans les restes de ce qui aurait pu être. Mais tu n'es pas l'un d'eux. Aujourd'hui, tu peux décider quel type de structure tu veux ériger. Une qui résiste à n'importe quelle tempête ou une qui s'effondre au premier coup. Construis avec intention. Construis avec force. Et ne permets à rien ni à personne de démolir ce que tu as construit. 8. Si tu continues à négocier avec ta faiblesse, tu seras bientôt son employé. La faiblesse est rusée. Elle ne te demande pas de te rendre immédiatement. Elle n'exige pas que tout soit jeté par-dessus bord. Elle veut juste une petite concession, juste une pause supplémentaire, juste un jour de plus, sans faire ce que tu sais que tu dois faire. Juste une négociation minimale, insignifiante. Mais chaque fois que tu acceptes, chaque fois que tu cèdes du terrain, elle se renforce, et toi tu t'affaiblis. Au début, c'est subtil. Elle te convainc que tu mérites une pause, que l'effort peut attendre, que demain sera un meilleur jour pour commencer. Et ainsi, elle signe un contrat avec toi. Un accord dans lequel elle prend le contrôle, et toi tu deviens son employé. Ton travail maintenant est d'obéir à ses ordres. Et comme un bon employé, tu commences à suivre sa routine. Te lever tard,
reporter des décisions, justifier la médiocrité. Chaque jour, tu t'enfonces davantage dans le piège que tu as toi-même creusé. Ce qui a commencé comme un accord temporaire est devenu ta condamnation permanente. Les faibles ne réalisent pas qu'ils négocient leur propre échec. Ils pensent qu'ils ont encore le contrôle, qu'ils peuvent reprendre le commandement à tout moment. Ils se mentent en disant qu'ils sont toujours les patrons de leur vie, alors qu'en réalité, ils ont cédé le trône depuis longtemps. Ils travaillent pour leur faiblesse, respectent son horaire, suivent ses règles. Mais voici la vérité brutale. Tu ne peux pas négocier avec ce qui te détruit. Tu ne peux pas faire d'accord avec quelque chose qui, au fond, veut juste te voir tomber. La faiblesse ne veut pas t'aider, elle ne te protège pas. Ce n'est pas un ami qui prend soin de toi, c'est un parasite. Et plus tu le nourris, plus il est difficile de t'en débarrasser. La seule façon de rompre avec cela est de renoncer. Rompre le contrat, brûler le pont. Il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour « je commence demain ». Si tu ne romps pas le cycle maintenant, chaque jour qui passe te fera sombrer davantage. La force se construit avec des actes de rébellion contre la paresse, contre la procrastination, contre la voix intérieure qui veut te voir faible. Chaque fois que tu choisis l'effort sur le confort, tu arraches un morceau de pouvoir à ta faiblesse. Chaque action est un coup, chaque décision ferme est une déclaration d'indépendance. Aujourd'hui, tu peux continuer à être l'employé obéissant de ta faiblesse, ou tu peux lui dire adieu pour toujours. Romps l'accord, rends le contrat en morceaux, récupère ce qui est à toi. Ne travaille pas pour la faiblesse, fais-la travailler pour toi. 9. Le temps est un prêteur impitoyable. Paie ta dette avec effort ou reste dans la misère. Chaque jour qui passe est une transaction silencieuse. Tu paies avec du temps. Peu importe si tu t'en rends compte ou non, peu importe si tu l'utilises bien ou si tu le gaspilles, le paiement est fait de la même manière. Et le pire, c'est que ce prêteur n'offre pas de remboursement, n'accepte pas de retour et ne négocie pas les intérêts. Ce que tu as dépensé est parti pour toujours. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent comme si le temps était infini. Ils se permettent de reporter, d'attendre le moment opportun, de supposer que l'avenir sera généreux et leur donnera une autre chance. Ils parlent de leurs rêves comme s'ils avaient des siècles pour les réaliser, comme si la vie avait l'obligation d'attendre qu'ils décident de prendre les choses au sérieux. Mais le temps ne pose pas de questions. Il n'y a pas d'attente. Il ne pardonne pas. Chaque minute que tu gaspilles est un paiement que tu as fait et que tu ne récupéreras jamais. Il n'y a pas de bouton de réinitialisation, il n'y a pas de seconde chance de vivre le même jour 2 fois. L'horloge avance sans pitié et chaque seconde qui passe est un autre clou dans le cercueil de ton potentiel. Les faibles gaspillent leur temps aussi facilement qu'ils jettent des pièces dans une machine à sous. Ils jouent avec lui, le gaspillent en distraction, en conversation sans valeur, en excuses recyclées. Ils pensent qu'il y aura toujours un demain, qu'ils pourront devenir sérieux quand le moment sera venu. Ils ne ressentent pas d'urgence parce qu'ils ont succombé au mensonge le plus dangereux de tous. J'ai tout le temps du monde. Mais ils ne l'ont pas. Personne ne l'a. Chaque seconde est un actif qui se consomme, peu importe ce que tu fais. Si tu ne l'utilises pas pour grandir, tu es en train de le perdre. Si tu ne l'investis pas pour t'améliorer, tu signes ta propre condamnation. Le problème, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Quand ils regardent en arrière et voient tout ce qu'ils auraient pu être enterrés sous une montagne d'excuses et d'opportunités perdues. Le temps te fait payer de 2 manières, avec effort ou avec misère. Si tu en profites, si tu l'exploites au maximum, si tu paies avec discipline et sacrifice, l'avenir te récompensera. Mais si tu le gaspilles, si tu le traites comme s'il n'avait aucune valeur, si tu continues à reporter l'inévitable, prépare-toi à la facture, parce qu'elle arrivera. Rien dans cette vie n'est gratuit. Tu paies avec de la sueur ou tu paies avec des regrets. Tu investis dans ta croissance ou tu acceptes la médiocrité comme ton seul héritage. Il n'y a pas de demi-mesure. Les forts comprennent cela.
Ils savent que chaque jour qu'ils laissent passer sans en profiter est un dommage irréparable, un coup direct à leurs propres rêves. Ils ne jouent pas avec le temps, ils le maîtrisent. Ils ne le gaspillent pas, ils le transforment en progrès. Il n'y a pas d'échappatoire. Chaque jour où tu ne progresses pas, tu recules. Chaque jour où tu ne construis pas, tu détruis. Chaque jour où tu choisis le confort plutôt que l'effort, tu hypothèques ton avenir en échange d'une satisfaction momentanée. Regarde autour de toi. Le monde est plein de gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Non pas parce qu'ils étaient moins intelligents, ni parce qu'ils n'avaient pas d'opportunité, mais parce qu'ils n'ont jamais compris l'urgence du temps. Ils se sont convaincus que demain était une option réelle, jusqu'à ce qu'un jour ils se réveillent et qu'il n'y ait plus de demain. Si tu continues à vivre sans sens de l'urgence, tu finiras de la même manière. Aujourd'hui, tu as un choix. Tu peux continuer à jouer avec ton temps comme s'il était illimité, ou tu peux commencer à le traiter comme ce qu'il est, la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Dix, ta faiblesse est une tumeur. Ne la traite pas avec diplomatie, extirpe-la avec brutalité. La faiblesse ne se guérit pas avec des mots d'encouragement. Elle ne disparaît pas avec des affirmations positives, ni avec des espoirs vides. C'est une tumeur. Et comme toute tumeur, si tu ne l'extirpes pas à la racine, elle continuera à grandir, à se propager, à corrompre tout sur son passage, jusqu'à ce que tu deviennes une version méconnaissable de ce que tu as été un jour. Beaucoup font l'erreur de traiter leur faiblesse avec délicatesse, avec patience, avec des excuses déguisées en compréhension. Ils se disent à eux-mêmes qu'il est bon d'être indulgents, qu'ils peuvent changer petit à petit, qu'il n'est pas nécessaire d'être trop dur avec eux-mêmes. Mais tant que tu laisses de la place à la faiblesse, elle continuera à se nourrir de ton énergie, à te voler des opportunités, à t'affaiblir de l'intérieur. Tu ne peux pas négocier avec quelque chose qui est conçu pour te détruire. Tu ne peux pas raisonner avec une partie de toi qui ne veut que te voir échouer. Tu la tues ou elle te tue. Les gens ont peur d'être brutaux avec eux-mêmes parce que le confort est addictif. La douceur est séduisante. Le chemin facile semble toujours attrayant au début, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il se termine dans une impasse. La seule solution est l'élimination radicale, sans anesthésie, sans contemplation, sans lui laisser une chance de survie. Si tu identifies une habitude qui te rend faible, détruis-la sans pitié. Ne joue pas avec l'idée de la changer progressivement. N'essaie pas de la modifier avec de petits ajustements. Arrache-la à la racine et brûle-la. Si tu te rends compte qu'une mentalité te sabote, frappe-la avec de nouvelles croyances jusqu'à ce qu'il n'en reste plus trace. Ne les traite pas avec délicatesse, ne les adoucis pas avec des justifications. Remplace-la par de la discipline, de la force, une mentalité qui ne tolère pas la médiocrité. Si tu découvres que tu es entouré de personnes qui nourrissent ta faiblesse, coupe ces liens sans hésiter. N'explique pas, ne demande pas la permission, ne laisse pas de fenêtres ouvertes. L'influence de la médiocrité est un poison lent, et si tu ne t'éloignes pas à temps, tu finiras par être infecté. La transformation n'est pas un processus confortable, ce n'est pas un changement tiède, ni une transition subtile, c'est une guerre interne. C'est un affrontement direct entre la version forte que tu dois être et la version faible qui résiste à mourir. Et dans cette guerre, tu gagnes ou tu perds. Il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de diplomatie. Si tu veux être fort, tu dois opérer sans sentimentalisme. Tu ne peux pas continuer à porter ce que tu sais qui te tue. Tu ne peux pas continuer à donner de l'espace à ce qui draine ton potentiel. Extirpe-le. Coupe-le une fois pour toutes.